Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le talk avec un jeune, non, le plus jeune sélectionneur du Cameroun, de l'histoire du football camerounais, parce que il est le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun U20. Il a été vainqueur des Jeux de la francophonie à Kinshasa et il est avec moi. Il s'appelle Yvan Kemoe. Bonjour Yvan. Merci, bonjour Richard et bonjour à tous ceux qui suivent votre émission et aussi à tous vos abonnés, surtout dans les réseaux sociaux. Merci Yvan. Je sais que beaucoup de Camerounais te connaissent de nom, mais ils ne connaissent pas ton parcours. Quelle est l'histoire de Yvan Kemoe? Qui est Yvan Kemoe? En fait, Yvan Kemoe, c'est un jeune Camerounais, né en 96, passionné du foot. J'ai débuté par tout comme jeune, passionné du foot, joué au foot. J'ai joué 1 an de Coupe Top à l'âge de 12 ans. Et l'année qui suivait, il était question que je ne puisse plus participer vu l'âge, puisqu'ils prennent les jeunes à partir de 12 ans. J'ai décidé délibérément d'organiser des compétitions pareilles, qui étaient dénommées Festi-Peggy à l'époque. Ceux qui doivent suivre et qui sont de l'Ouest doivent comprendre. C'était un championnat de vacances qui regroupait les enfants de 12 ans et 13 ans, de ma tranche d'âge. Nous avons fait 2-3 ans de compétition avec des jeunes, les interquartiers, quoi. Et 4 ans après, il y avait un tournoi toujours sur le même terrain, mais pour les seniors. Donc les Achille Webo, les Jérémy Sorendjita venaient les vacances, des professionnels venaient jouer là. J'ai pris sur moi d'organiser à l'âge de 15 ans. 15 ans? Oui. Je l'ai organisé à l'école publique d'Indjelense à Bafoussam. Je l'ai organisé 3 ans. Et la deuxième année, j'ai décidé de créer, j'appelais ça mon équipe à mon académie. La deuxième année, ça veut dire à 16 ans? À 16 ans. J'ai créé l'académie. Et le nom de l'académie, c'est? C'était d'abord au départ Kassi Sport, qui devait dire Kemoe, comme mon nom. Après, tout début est très difficile. Il fallait bien chercher le bon nom et tout ça. Je suis tombé sur Sims. Tout simplement parce qu'il y avait une académie, Capefoot à l'époque, qui venait prendre les meilleurs jeunes du tournoi. Et il y a un jeune, qui est décédé, regrettez même moi. Il y a un jeune à l'époque qu'on n'a pas pris en sélection. Et bref, dans cette sélection, autant pour moi, j'ai décidé de créer cette petite équipe avec lui. Donc, je regroupe 15 jeunes. C'est très compliqué pour un départ. Après, je réussis quand même avec les petites économies. Les gens m'ont demandé d'où venait de l'argent. C'est une question. Ma maman fait dans la restauration au marché à Bafoussam. Je l'aidais comme tout enfant. Et chaque dimanche, je prenais sur moi d'aller vendre de la nourriture. Et que ce profit, je devais injecter dans le football. Donc, je le faisais chaque dimanche. Je pouvais avoir 9 000 francs de profit. Je prends mes économies, j'essaye d'injecter. Et après 2-3 ans, l'académie a essayé de grandir. J'ai commencé à entamer les procédures administratives pour être reconnu. Bon, on m'a découragé. Tu es jeune, tu ne peux pas, tu n'as même pas encore l'âge. Tu as commencé les procédures à quel âge? Je crois à 17 ans. Ça alors? Ouais, 17 ans. Quand j'arrivais à Yaoundé, je n'avais pas dormi. Je faisais les allers-retours. Au ministère des Sports, on te dit, il y a tes documents qui manquent. La procédure a pris pratiquement 4 ans au ministère des Sports. Et finalement, l'agrément est sorti. Et je crois que depuis le 2016, il n'y a pas eu d'agrément parce que c'est l'ancien ministre à l'époque, Bidunkwat, qui avait signé mon agrément. Je crois qu'aujourd'hui, c'était un document qui ouvrait les portes à mon académie. Je me suis mis au travail. J'ai créé une équipe de filles. C'est ton académie Sport ou bien Sims? C'est voilà. C'est Sims. Après Kassi, la dénomination de Kassi, en fait, ne sonnait pas bien. Après, il fallait chercher Sims, qui vient d'une métier de Simo, qui est mon nom, qui est le nom de mon père. Et j'ai dit, après, c'est ça, on a fait des logos. C'était très compliqué au départ. Mais en injectant l'agrément, en demandant l'agrément, il fallait bien un nom définitif. C'était très compliqué. Au niveau de la délégation régionale des sports, il a fallu que ma maman prenne des engagements. Parce qu'étant plus jeune, pour organiser des tournois, si quelqu'un décède, s'il y a des incidents, elle devait porter sur elle-même. Au départ, elle était la responsabilité civile. Elle était réticente et après, j'ai dû faire comme tout enfant qui boude. Que si ça ne se fait pas, moi, je ne vais plus travailler. Après, elle a compris que j'aimais le foot et que c'était ma passion. Après, on m'a toujours découragé, c'est pas possible. Mais j'avais un seul vœu, devenir le plus grand entraîneur du monde. Noir. C'est ce qui me tient à cœur. Donc, je commence d'abord avec mon éducateur. Je fais la classe de 4e au collège évangélique. J'ai mon coach qui était mon
mon professeur d'EPS, Kennedy, il est toujours là. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux dire c'est un peu moi qui essaie de faire beaucoup de choses. Je suis toujours reconnaissant envers lui. Oui. Il a entraîné mon académie 2 mois. Je donnais toujours mes économies comme transport pour qu'il vienne entraîner. Sauf qu'après, c'était dur. Moi, j'ai dit, écoutez, prof, c'est très compliqué. Moi-même, je vais prendre les rênes. Et quand je prends les rênes, c'est difficile. Dans la foulée, il y a l'organisation d'un stage D en 2014. Je postule. Pour un premier temps, le CTD à l'époque, c'est M. Tchamango Jean-Jules. Il retire mon dossier. Sauf que quand ça arrive au CTR, il dit il est très jeune, la DTN rejette mon dossier. Mais on me met à côté, je suis les cours. Nous étions, je crois, 19 à l'époque. J'ai réussi à faire l'examen. Je sors 9e. Où je passe. Je suis 19, je sors 9e. Je passe la licence D en 2014. 2016, on ne peut plus m'enlever du CQ, puisque pour faire licence au Cameroun, je crois que j'avais 2014, j'avais 18 ans. 18 ans, oui. Ouais, je commence mes diplômes à 18 ans. On ne peut plus m'enlever. Je fais la C, j'enchaîne après jusqu'à la A. Et au niveau de la CAF est surpris de voir un jeune entraîneur avec ce niveau. Et exige des preuves, d'où j'ai fait un jugement supplétif d'acte de naissance au tribunal. C'était pour juger, pour prouver. Donc la Confédération africaine de football a notifié la DTN. Il est jeune pour faire les stages CAF. Est-ce qu'il a fait les stages sur le plan local? On a tout donné les preuves. Elle n'étant pas rassurée, a demandé une attestation qui prouve que c'est son âge. Et ce n'est que le tribunal qui pouvait délivrer. Donc voilà un peu la petite histoire de Ivan Kemoué, passionné, qui devient aujourd'hui non seulement président, promoteur d'une académie. Et avec cette passion, comme Dieu fait des choses, avec le travail et la détermination, je me retrouve aujourd'hui sélectionneur des U20. Mais Ivan, d'où te vient cette passion d'entraîneur? Après, je ne saurais dire parce que dans ma famille, personne ne s'intéresse au foot. Que ce soit du côté de mon père, côté de ma mère. J'ai toujours eu là de rassembler les jeunes. Depuis l'âge de 12 ans, je voulais toujours rassembler, je voulais être un leader. Et si tu crées ton académie et que tu n'as pas de moyens, tu seras obligé d'entraîner. D'où vient alors cette passion de dire, si je veux rassembler les jeunes, si je veux les encadrer, il faut se faire former. J'ai toujours pensé à la formation parce que je me dis, une tête bien pleine, bien formée, peut transmettre et peut donner du résultat qu'on attend de lui. Donc, je me suis dit, je veux être entraîneur. Et je m'étais donné le cap d'être entraîneur national avant 30 ans. Donc je l'ai dit, quand j'étais plus jeune, je serai entraîneur national avant 30 ans. On a dit, écoute, c'est pas possible, tu ne peux pas, c'est des gens très compliqués. Bon, moi je disais, après c'est ma motivation, personne ne m'empêche de rêver. Et aujourd'hui, je crois que sûrement je suis sur la bonne voie et je ne suis pas déçu du parcours que j'ai à faire jusqu'ici et je sais que ce n'est que le début et nous allons vraiment travailler pour ça. Mais justement, Ivan, c'est la première fois que j'étais en face, mais on avait fait une interview en visio et je me souviens ce jour où tu m'avais dit, je donnais mon argent de beignets à mon professeur de sport pour qui avait des diplômes pour qu'il m'initie à l'entraînement. Est-ce que cette phrase-là n'illustre pas ton ambition personnelle? Oui, après, il faut toujours reconnaître ce qui a été fait. Moi, je suis toujours reconnaissant envers le professeur Kennedy. Il est à Bafoussam. Et je crois qu'il était vraiment l'une des personnes qui a cru au projet parce que tout ce que j'approchais, on me décourageait. J'étais très jeune, je crois 16 ans. 16 ans, on disait non, c'est pas possible. J'étais encore étudiant élève au collège évangélique. C'est pas possible. Mais lui, il m'écoutait quand même. Il prenait de la peine. C'est un anglophone. Il faut un peu comprendre leur façon d'être humble. Il a accepté, il a fait. Mais après, c'est moi qui décide. Prof, je ne peux plus vous donner le transport. Je vais essayer moi-même. Donc, après, nous sommes restés en contact jusqu'aujourd'hui. Je crois que la saison dernière, il a entraîné une équipe dont c'est moi qui l'ai mis dans cette équipe parce que j'ai aussi gagné un peu en confiance. Et auprès des présidents des clubs, ils essaient aussi de prendre mon avis. Mais Ivan, est-ce que c'est facile de se frayer un chemin dans ce milieu de l'entraînement? Parce que quand on voit un peu le nombre d'entraîneurs qu'il y a au Cameroun et quand on voit, comme tu as dit, des gens t'ont toujours pris de haut en disant que tu es jeune, est-ce que c'est facile pour un jeune entraîneur comme toi de se frayer un chemin dans ce milieu? Je crois que c'est de se fixer des principes de base. Je ne saurais pas aller sans commencer par quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé au départ, le coach Alexandre Bellinga. Donc, qui était à Bafoussam à l'époque. Moi, je le rencontre, je lui dis, je vais être entraîneur. Pour le rencontrer, d'abord, j'ai fait des demandes. J'ai donné à sa fille, avec qui je fréquentais.
J'avais très peur, je venais devant son portail. Chaque fois qu'il sortait, je fuyais, très jeune. Wow. Et le jour où j'ai réussi à le voir en face, je lui dis entre, très humble. Il me dit deux choses. Il y a deux styles d'entraîneurs. Les entraîneurs qui doivent rançonner les parents ou bien les joueurs, et les entraîneurs qui doivent travailler objectivement. Celui qui rançonne les parents et les joueurs peut réussir, mais celui qui travaille objectivement, ce serait difficile, mais doit réussir dans la dignité. Il faut aller réfléchir, tu viens me dire. Après, j'ai fait un message au coach. On venait le nommer entraîneur par intérim de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai fait un message et j'ai dit j'ai choisi. C'est pour dire c'est possible de se faire un chemin si tu as des principes de base bien établis. Tu as choisi de quel chemin? Le chemin était clair, de ne jamais prendre X. De ne pas se compromettre. De ne pas se compromettre, de travailler toujours en restant focus et d'être surtout passionné de ce qu'on fait. Parce que je crois que tout réside autour de la passion. Exact. Il ne suffit pas de dire que je vais être entraîneur et qu'après un entraîneur, on le voit dans les débauches. Je vais être entraîneur qui tu n'es pas discipliné. Je crois que c'est tout ça qui peut entacher le chemin d'un jeune entraîneur. Donc, c'est déjà d'être passionné, d'aimer ce que tu fais et d'être rigoureux envers toi-même. Donc, je crois que c'est possible. Et aujourd'hui, je suis entraîneur national par la volonté aussi d'un visionnaire qui a bien voulu donner cette chance à un jeune qui rêvait d'être entraîneur national. C'est pas le président qui vient me faire rêver, mais il vient tout simplement accompli mon premier rêve d'être entraîneur national et je crois que c'était la personne idéale pour le faire parce que par le passé, je connaissais les anciens présidents des fédérations avec qui je m'asseyais par rapport au football féminin parce que j'avais une équipe très solide à l'Ouest, 6, mais qui n'avait jamais pensé que je pouvais être entraîneur départemental. Et d'un coup, je crois que, comme on dit, Dieu seul sait ce qu'il fait. Et il met des bonnes personnes avec des gens qui ont besoin pour pouvoir réussir. Donc, il utilise les hommes pour pouvoir accomplir certaines choses dans la vie. Mais Yvan, c'est un peu, comment je veux dire ça? C'est un peu étonnant parce que tu as parlé de la vision d'un homme. Je pense que celui dont tu parles, c'est Samuel Eto'o. Comment ça se fait que un monsieur comme Samuel Eto'o ose prendre un jeune homme pour le mettre sélectionneur sans... Est-ce que vous vous êtes rencontrés avant? Après, je peux vous dire que quand le président est au bas campagne, je suis du côté de l'Ouest et moi, je suis le premier qui ne croit pas qu'il serait président de la FECAFOOT. Ah bon? Oui, moi, j'ai dit aux émissaires qui sont venus pour battre campagne, tant que le président ne se présente pas, je ne peux pas comprendre vos discours. Parce que j'étais un peu sceptique. Dit Samuel Eto'o, le grand qu'on voit qu'à la télévision, il ne peut pas venir être président de la FECAFOOT et vous dites qu'il serait même à l'Ouest, je ne pense pas, je veux voir. Puisque je suis quelqu'un de loyal. Exact. Si je suis avec toi, je te dis je suis avec toi. Tant quand je ne serai plus avec toi, je te dis bien avant, je suis pas lâche. Il est des passages à Bafoussam et Iba Campagne. On se présente tous. Quelques jours après, bon, la phrase qu'il nous a dit, c'est que ne votez même pas ici à l'Ouest pour moi, mais je vais gagner aux élections à la FECAFOOT. Ah ouais? Moi, ça m'a tiqué. Moi, après, j'ai compris que j'avais en face de quelqu'un, je ne sais pas comment on appelle ça, mais Dieu me donne parfois des révélations très faciles. Quand je rentre, j'ai dit à l'ancien président de la Ligue régionale de l'Ouest, le président Kwedem, vous connaissez ce nom? Oui, Kwedem. Président, j'étais avec le président Eto'o, il va gagner les élections. Bon, il me dit non, c'est pas possible. Je lui dis, bon, moi, personnellement, je vais le voter. J'étais pas hypocrite. J'ai dit, on nous a donné de transport là-bas, sauf que tous les collaborateurs estiment qu'on n'a rien donné, mais je suis le 17e à émarger les transports. On était en Bouddha. Ah ouais. Moi, je lui dis, après le jour des élections, j'avais appris ma position. Je ne prenais pas ma position parce que j'attendais quelque chose. J'estimais que je suis dans le football jeune. Si le football jeune se développe, je serais beaucoup plus épanoui. Voilà ma seule motivation. Et une fois que dans son discours, c'était le football jeune, j'ai dit, on ne perd rien en avançant avec lui. Quelques temps après, le président est au père des élections à l'Ouest. Il faut rappeler, Fetche Père et Fetche qui travaille avec lui. Il fallait bien montrer les bulletins des offices qui prouvent que tu n'as pas prouvé. Moi, j'avais estimé que je ne montre mes bulletins à personne. Même le camp du président Eto'o a douté un peu de moi, mais j'ai dit je suis loyal, ma parole suffit. Je ne montre pas les bulletins, que ce soit côté Sédou, que ce soit côté président Eto'o. Quelques temps après, ça allait dans tous les sens. On va programmer ton équipe maintenant à 10h, à 7h. C'est remonté plus haut. Il a cherché à rencontrer quelle est cette équipe qui est sortie 3 fois par le passé, meilleure académie de la région de l'Ouest. Exactement. Qu'on veut menacer. Quand le président gagne les élections, il dit ouverture du championnat en Bouddha, je vais rencontrer ce président de club. Wow. Il me rencontre en Bouddha. Moi, je le dis, peut-être, je peux le dire aujourd'hui après 3 ans. Comment ça s'est passé et quand je le salue, moi je vois plutôt la star devant moi, je ne sais même pas, je suis très ému, c'est la photo que je veux à toute heure.
Et on s'est salué, il dit beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'avais une seule chose en tête. 2 choses, autant pour moi. Président, j'ai une académie, je n'ai pas de ballon. Voilà le besoin que j'avais. Exact. Je ne connaissais pas demander XY. Deuxième des choses, mon rêve, c'est que vous voyez un jour mon équipe jouer. Oui. C'est tout ce que j'ai demandé au président. Bien après, j'avais reçu un contact par rapport aux équipements, tout était fait. Il a donné les équipements? Il a mis en contact avec quelqu'un qui travaille dessus. Sauf qu'après, si on te donne une très grosse chose, si tu réclames encore ce qui est en bas, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Une fois, je suis resté, j'étais dans mes marches un dimanche, j'ai regardé le championnat départemental. Moi, j'ai reçu un appel direct russe, un numéro russe qui m'appelle et qui dit, la voix était trop facile à reconnaître, c'est le président. J'ai dit, moi je l'appelle papa parce qu'après, c'est mon papa. S'il faut regarder même les cas d'âge, tout ça. C'est vrai, j'étais avec son petit frère l'autre jour, il l'appelle aussi papa. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour lui. On l'appelle papa Ito. Hein. Ouais. Après, moi, je sais pas si papa Ito, mais je l'appelle mon papa. Exactement. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il demande vraiment qu'il aime paix, sans me connaître. Quand je reçois l'appel, qu'est-ce que tu fais? Curieusement, je suis dans un stade. Le président tape la vidéo, je suis dans une brousse à Bafoussam pour regarder un championnat jeune. Il dit, est-ce que tu es prêt à travailler pour la fédération? Moi, j'y réponds, s'il faut laver le sol, vu que le football avance, et moi, je suis prêt. Parce que pour moi, c'est tout sauf à imaginer que je peux être entraîneur national. À l'instant, quand je parle avec lui. Parce qu'après, il y avait beaucoup sous-estimé. J'avais le diplôme, j'avais la licence A fédérale. Ouais. Après, il me demande, tu as quelle licence? Il dit, j'ai la A fédérale. Lui-même, il est un peu surpris. À quel âge tu as la A fédérale? Tu as commencé à quel âge? Quand j'explique. Et il se rend compte que je n'ai pas sauté de classe. Je passais chaque fois 2 ans sur le terrain avant de passer les prochains diplômes. Donc, après, quelques temps après, voilà, c'est des secrets. Il me dit, tu seras entraîneur de après. Non. Ouais. Il dit, je n'arrive pas à comprendre, oui. C'est ça son plan. Parce qu'après, je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi ça revient chez les U20. Donc, je n'arrive pas à comprendre quand il me dit, j'ai un conseiller, celui qui était venu battre campagne pour lui. Moi, je l'appelle et dit, écoutez, grand frère, je viens de recevoir l'appel du président. Voilà, et voilà ce qu'il me dit. Il dit, tu gardes de l'information pour toi. Ces grandes personnes, parfois, veulent avoir, pour savoir à quel niveau tu peux garder une information. Même à ta femme, ne lui dis pas. J'ai gardé l'information et mon académie était tout feu, tout flamme. Nous sommes passés en 32e de finale de la Coupe du Cameroun contre Coton Sport de Garoua. Ah ouais. Ouais, c'était à Bétois. J'arrive à Bétois, je récupère tous les téléphones parce que la discipline commence par soi-même. Moi, j'étais mes téléphones, je récupère les téléphones des joueurs. Sauf qu'il y a toujours des joueurs qui ont 3 téléphones. Je vois dans les réseaux. Le matin, un joueur me dit félicitations. J'ai dit, bon, peut-être parce que je joue Coton Sport, c'est un match de prestige. Sims, quand même, Coton Sport en Coupe du Cameroun. C'est pas donné. J'arrive à réunion technique, puisqu'à Sims, je suis tout président, secrétaire général, entraîneur. J'arrive à réunion technique. Je salue le directeur sportif de Coton qui me dit félicitations. Le commissaire m'a dit félicitations, je ne sais pas de quoi il s'agit. Après, il me dit, on t'a nommé entraîneur national. Bon, pour moi, je me dis, si tu fais une bonne prestation, ça te donne la visibilité. Exact. C'est quand je finis la réunion technique, j'allume mon téléphone, je vois la note de nomination dans les réseaux et tout ça. Je vous assure, chez les U20, entraîneur adjoint d'Augustine Simo. Sur le coup, le président d'abord avait un numéro, tu ne peux pas l'appeler. Même sur WhatsApp, tu ne peux pas l'enregistrer. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, pour remercier, ça devenait compliqué. Je ne connais pas. Après, ça tombe d'un coup. Après, c'est comme ça que j'apprends la nouvelle. Et voilà, aujourd'hui, je me dis, il a sûrement jeté son dévolu sur un jeune, peut-être qu'il a vu une vision. Donc, la parenthèse, c'est que le jour où il arrive à Bafoussam voir mon match, parce qu'il a vu mon match avant de me nommer, contrairement à ce que les gens pensent. Quand il est arrivé, j'ai joué en championnat. Ça veut dire qu'il a accompli ton deuxième vœu. Il a accompli le deuxième vœu. C'est-à-dire venir voir. Il était de passage, il avait une mi-temps, on jouait en championnat régional. On menait déjà 4-0. Il était avec M. Mabouan. Qu'il a pisté un jeune, aujourd'hui qui joue avec le coach Guy Fetchine en Grèce, Ulrich Fokam. Ah ouais. Le président, il te le détecte et dit à M. Mabouan, regardez ce jeune, il a du potentiel. Donc dès qu'il part à mi-temps, après, le jour où j'ai la chance de le voir, il m'a dit pourquoi il m'a donné cette chance et qu'il pense que j'ai le profil qu'il faut. C'est vraiment une histoire, c'est une très belle histoire, hein, l'histoire de Yvan Kemwe. Comme vous voyez, il est vraiment passionné. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Mais Yvan, aujourd'hui, on remarque que
il y a beaucoup de joueurs qui vont des académies directement dans les clubs professionnels. À quoi est dû ce phénomène? Après, ça a été très compliqué. Quand je suis arrivé en sélection, j'ai eu cette approche. Je suis dans le football jeune. J'ai joué presque tous les tournois du Cameroun avec mon académie. Et je crois que l'avenir du Cameroun, c'est le football jeune. C'est très simple et c'est facile à comprendre. C'était un combat au départ avec la DTN. Et je crois que je profite pour saluer Angibé Baga, qui enfin a compris parce qu'on a eu à discuter. Le DTN, c'est Angibé Baga, le DTN. J'ai pu le convaincre parce qu'il était question d'expliquer pourquoi ne pas prendre des joueurs absolument professionnels de notre championnat et de prendre beaucoup plus en amateur. Ça s'explique sur deux volets. Déjà en professionnel, peu sont les présidents des clubs qui comprennent l'organisation d'une bonne équipe, notamment en faisant avec des jeunes pour pouvoir faire des transferts. Les jeunes qui sont dans l'équipe, pour eux, sont des jeunes qui sont comme des bouches-trous. Déjà, ils participent moins au séances d'entraînement. Si on joue 2 fois par semaine, ça veut dire que le jeune ne s'entraîne presque pas. Il ne joue pas des matchs. Contrairement à ce jeune de l'académie qui s'entraîne de lundi à vendredi et discute un match, peu importe s'il y a football jeune ou pas, ils jouent les matchs amicaux, ils enchaînent. Il est compétitif. Et je crois que chez les jeunes, on prend le temps de les apprendre à faire des sorties de balles, des contrôles de passes, les fondamentaux du football. Et ils ont des visions. Raison pour laquelle quand j'arrive en sélection, ma première sélection, j'ai fait uniquement avec des seniors, des joueurs de Ligue 1, parce qu'on m'a nommé un peu tard, il y avait une compétition en vue, les qualifs de la CAN. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'a pas pu qualifier, mais après on ne regarde pas est-ce qu'il s'est préparé 2 jours. 2 jours, 3 jours. Mais après, c'est pas une excuse, l'entraîneur assume. Donc quand je prends ces joueurs, j'arrive au Congo avec eux, je me rends compte que c'est un problème. La communication ne passe pas, ils ont les fondamentaux tactiques, ils ont les fondamentaux techniques. Quand j'échoue, j'apprends de mes erreurs, j'ai décidé de faire un travail d'où viennent les détections externes. Donc, je me balade dans tout le Cameroun. Donc, c'est pour expliquer ces jeunes qui sont dans les académies, non seulement reçoivent une très bonne formation, bien que nous n'avons pas tous les outils de formation, mais un chapeau à tous les formateurs camerounais parce qu'ils essayent quand même de produire des Kofan, des Kaleta et autres, des Yonjo. Donc, je me dis aujourd'hui, c'est ces académies qui essayent de comprendre, de planifier leur saison sur 9-10 mois et que ce jeune joue au moins 45 matchs. Donc, c'est où se passe la différence. Et qu'en professionnel, ces jeunes n'arrivent pas à jouer ces matchs. Sur le plan physiologique, le jeune qui a joué beaucoup plus doit beaucoup plus progresser. Et d'où viennent mes listes aujourd'hui, 70% sont les amateurs des centres de formation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous comptons au moins 26 joueurs en 3 ans que nous avons transférés, qui sont passés dans ma catégorie. Ça alors, 26 joueurs professionnels en 3 ans. Professionnels en 3 ans? Ouais. Donc ça veut donc dire que aujourd'hui, le travail de sélectionner des U20, c'est de préparer des jeunes pour l'équipe première, en fait. Après, c'est le président, je crois que j'ai discuté avec le président, il l'a dit où il m'attendait. Contrairement à ce qu'on peut dire, il faut qu'il gagne la Coupe du Monde, il faut qu'il... Non, après, monsieur le sélectionneur, je ne veux plus des gens qui trichent sur l'âge, je veux des jeunes qui sont capables de gagner la Coupe d'Afrique 2027, la Coupe du Monde 2030. Mais quand on parle comme ça, si vous êtes technicien... C'est le langage du président? C'est le langage du président, vous comprenez bien qu'il est sur un projet. Si nous voulons gagner tous ces qualifs, nous allons gagner. Pour jouer chez les UV, on a seulement besoin d'un passeport. Je peux prendre tous les vieux du Cameroun, on n'a pas gagné. Mais le président m'a dit qu'il n'a pas besoin. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, des sorties des joueurs, je crois que déjà chez les A, nous avons les Avon. Justement. Nous avons des jeunes les Nagida, qui sont déjà chez les A. Donc je crois que c'est ce travail que le président a voulu bien qu'on mette sur pied. Et c'est vrai, après, le résultat peut arriver comme à la francophonie, mais on n'exclut pas déjà la philosophie du jeu. Parce que chez les U20, si vous regardez, vous avez vu nos matchs, il y a une façon dont nous jouons. Nous ne sommes pas pressés, on essaie de progresser, quitter peut-être du plan défensif, transition milieu de attaque. Donc de garder cette identité de jeu et de produire les meilleurs talents du Cameroun. Donc, je crois que c'est l'objectif principal du président. Après, c'est vrai, on ne se qualifie pas, ça réduit un peu nos chances. Ça peut être par naïveté, mais je crois que nous sommes sur une bonne lancée parce qu'après, il y a beaucoup de jeunes. Après, le futur sélectionneur des A aura l'embarras de choix en 2027, de choisir X, Y à tel poste. Je crois que c'est ce qui nous manquait peut-être depuis 2002-2004. Mais avant d'arriver à ce que je veux dire, parce que je veux parler de la sélection des U20, raconte-nous un peu comment ça s'est passé à la francophonie. Parce que le résultat de la francophonie a surpris tout le monde. Comment vous arrivez à gagner les Jeux de la francophonie avec toutes les équipes fortes que vous avez rencontrées? Avant d'arriver à la francophonie, il faut d'abord dire ce qui s'est passé. C'était très compliqué. Je vais encore profiter pour dire merci au président parce qu'il y a des choses qu'il fait et je n'ai jamais l'occasion de lui dire. Au président Eto'o. Au président Samuel Eto'o. Voilà.
La francophonie, c'est une compétition dont c'est le MINSEP qui s'occupe, normalement. Et je n'avais pas fait des stages. Moi, j'ai pris mon courage. J'ai écrit au président parce qu'au moins, c'est là, il me l'a donné le feu vert d'écrire quand j'ai un souci. J'ai tout fait. Le président et Thomas m'a donné, quand il dit m'a donné à travers la fédération, 2 stages. Un stage où on avait même eu des soucis. Il a pris celui, nous a mis à l'hôtel Boraban à Yaoundé. Donc je ne vais jamais oublier. Après cela, il était question qu'on entre en stage. J'ai pu convoquer, à l'époque, il y avait Rostand Dikié, il y avait quelques professionnels que j'ai convoqués, il y avait même Kaleita, qui avait été recalé chez le 23 et que j'avais mis dans ma liste chez le 20 pour aller en compétition avec lui. Il sortait de l'Espagne. On nous a mis à l'hôtel, malheureusement, on n'a pas fait des stages. À 2 jours de la compétition, on a fait 2 jours de stage. Nous sommes allés au Congo, Eboué, mon entraîneur des gardiens de but, malheureusement, n'a pas pu faire le déplacement, il vit ici à Paris. J'étais là avec mon Dicom Blaise, mon préparateur physique. C'était très compliqué la préparation. Et quand la liste sort, il y a 5 titulaires qui ne sont pas en liste. Waouh! On a 5 joueurs et le président a essayé d'enquêter. Après, c'était trop tard. Il fallait aller faire avec les moins 5 joueurs. Je me suis dit, avec des joueurs, nous sommes des guerriers. Et j'avais une seule conviction, je vais remporter le tournoi. Je sortais d'une défaite au Congo. Il était question de faire quelque chose de différent. Et j'étais très sûr des éléments que j'avais comme joueur. Quand on arrive au Congo, on n'a pas... nous sommes 2 dans le staff, mon préparateur physique et moi. Donc j'entraînais les gardiens et les joueurs. Lui, il était kit matériel. On s'entraidait comme ça et on n'avait aucun problème. Donc, on travaillait et... Qu'est-ce qu'il fallait faire sur le plan psychologique? Il fallait démontrer aux joueurs que nous allons remporter. Nous étions le staff le moins gagné parce que après nous venait peut-être le Burkina Faso avec 12 personnes dans le staff. Le reste était 16 et au Sénégal peut-être 17. Donc quand on travaille chaque soir, je n'avais pas de complexe. Déjà là où on dormait, c'était très difficile. Mais j'ai quand même fait par la fédération. Mais moi, je n'avais pas de complexe. J'essayais d'appeler les joueurs individuellement. Les gens me confondaient aux joueurs au Congo. Je faisais exprès. Je m'habillais comme un joueur. Si le stade doit être en blanc, les joueurs en vert, je me mets en vert. Et j'essayais de les introduire, de causer avec eux. Chaque fois, je travaillais la psychologie avec eux. Et le premier match, quand on joue contre le Liban, on s'est fait rattraper au score 1-1. Donc, je remplace Athieu Avom. Ah ouais? Ouais, je remplace Athieu Avom parce que... Athieu Avom était de l'expédition? Était de l'expédition. Je crois que Nathan Douala était de l'expédition. Non. Nathan Douala, c'est récent. La francophonie, je remplace Athieu Avom. Parce que vous savez, quand certains jeunes sortent, peut-être chez les A', chez les U23, il y a ce complexe. Je ne peux pas les en vouloir parce qu'après, c'est très difficile. Il faut les récupérer mentalement, les expliquer qu'ils sont dans une catégorie inférieure et qui devaient servir d'exemple. C'est un joueur que j'adore et qui était ma pièce maîtresse. Je savais bien que si pour récupérer Athieu Avom, il fallait le choquer. Moi, j'ai décidé de le remplacer contre le Liban. Et après, on a eu une causerie individuelle. Je l'explique comment il doit jouer. Pas comment il doit jouer, comment il doit se positionner, comment il doit se comporter sur le terrain, parce que c'est un très bon joueur. Et il enchaîne, il devient homme du match chaque match jusqu'à la finale. Donc quand on arrive en demi-finale, on va jouer le Burkina Faso. On va jouer le Niger. Moi, je fais l'appel au président. Je lui donne un peu l'état des lieux. Au DTN aussi, je me rendais compte. Sauf que le président me fait quelques remarques et ça peut vous surprendre. Il estime il faut garder ton identité de jeu. Je sais que ton équipe sort le ballon au pied. On n'a pas besoin de taper les longs ballons. Ça me donne le plus grand courage de ma vie parce qu'il y a une personne qui regarde dans la même direction. Vous savez, en sélection, les gens ont trop de pression. On estime qu'en dégageant, on va vite jouer vers l'avant et on peut gagner. Par contre, je partage plutôt la philosophie d'une construction de jeu qui doit être limpide jusqu'à la finition. Quand tu me dis, je convoque mon coach assistant qui était en même temps mon préparateur physique d'ICOM, je lui dis... Tout à l'heure contre le Niger, on rejoue le Niger, qu'on a gagné en quart de finale. Ils sont repêchés, on rejoue encore le Niger. J'ai dit, on va poser le ballon contre. Le Niger nous attend avec les duels. On va poser le ballon. On a contre le Niger, on a gagné 1-0. Et on va jouer le Burkina Faso, analyse complète. Je fais une analyse, j'explique aux joueurs ce qui doit se passer. Et on remporte le tournoi et je crois que tout le monde était content. Je crois que les enfants ont vraiment donné et ils ont joué avec le cœur, ils ont joué pour la patrie. Et nous sommes entrés dans l'histoire comme la première cuvée qui gagne ces Jeux de la francophonie. Et je me disais,
c'était un coup de maître qu'on a fait avec ces jeunes qui sont des académies. Et nous décidons de continuer avec eux. La preuve, c'est que cette génération, au moins 12 qui ont été transférés sur les 20. Justement, parce que c'est très... Mais dis-moi, comment, sur quels critères, toi, tu sélectionnes ces U20? Sur quels critères? Déjà, premier critère, c'est la technique individuelle. J'estime qu'un enfant, sur le plan technique, qui est déjà aguerri, le reste, on doit lui donner. Que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan physique, on peut lui donner. Mais si individuellement, un enfant est déjà bon techniquement, je crois que les autres paramètres de performance, nous allons lui donner ça très facilement. Donc, c'est le seul critère, c'est la technique. Une fois que je fais mes marches, je fais les détections, je juge beaucoup plus la technique. Et après, quand je vous mets ensemble dans une détection externe, je fais une confrontation poste par poste et je regarde si la technique est au même niveau. Je regarde maintenant au niveau de l'intelligence du jeu, qui est plus intelligent que qui. En situation de duel, quel est le comportement. Donc, il y a tous ces critères. Mais premier critère, si un joueur techniquement est bien, je pense que si techniquement nous avons 7 joueurs sur 11 au terrain qui sont bien, nous avons la possession parce que notre jeu est beaucoup plus basé sur la possession. Mais Yvan, c'est très intéressant. Mais selon toi, aujourd'hui, quel est le profil du joueur moderne? Le bon profil du joueur moderne. C'est-à-dire que pour toi, quel est, selon toi, un joueur moderne aujourd'hui? Quel est son profil? Qu'est-ce qu'il peut donner sur le terrain pour satisfaire un coach? Après, le profil du joueur, s'il faut parler du profil là du joueur, c'est en fonction des postes. Je crois que le gardien de but, c'est différent d'un défenseur, d'un milieu de terrain, d'un attaquant. Après, dès qu'on a travaillé sur ce profil, on parle maintenant du dispositif tactique, après de l'animation du jeu. Mais pour résumer le profil du joueur, c'est déjà un joueur qui est capable de répéter les efforts sur le plan physique. C'est le joueur sur le plan mental qui est capable de se surpasser, d'être au-dessus de la difficulté. Le profil du joueur, c'est le joueur capable de passer sur le marché international parce qu'au niveau de la jeunesse, tout ce que nous faisons, personnellement avec les U20, c'est de détecter le joueur dans 4-5 ans qui serait le Kylian Mbappé, qui serait le Samuel Eto'o fils de demain, qui serait le Rigobert Song. C'est cette vision qu'on a. On n'a pas une vision d'aller gagner la CAN ou la Coupe du Monde U20 et être incapable de placer un joueur en Europe centrale. Parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Si on veut gagner la Coupe du Monde, et que ces joueurs finissent de gagner et qu'ils reviennent au Cameroun, ils deviennent commerçants, on peut le faire. Mais sauf que le visionnaire, le président Samuel Eto'o fils qui est à la fédération, a une autre vision. C'est difficile de connaître, de comprendre sa vision. Aujourd'hui, on acclame le Sénégal, mais ils ont fait 17 ans dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc je crois que c'est ça le profil du joueur, c'est de regarder tous ces paramètres, d'où ma venue en Europe constamment. Quand je viens en Europe, je viens pour... Justement, des expéditions, je regarde comment ça se passe, je regarde comment déjà ça travaille, comment ça planifie, la périodisation tactique, comment ça encadre la jeunesse, comment ça communique, quel style de joueurs ils ont besoin, parce que la vérité c'est qu'ils sont mieux structurés que nous. Déjà, si nos joueurs sont dans ces conditions, non seulement ils sortent de leur famille de la misère, et aussi nous avons des joueurs encore plus forts dans les 4 ans qui viennent, et ça va rendre notre équipe nationale comme l'équipe nationale du Maroc par exemple. Donc je crois que c'est ces genres de profils de joueurs que nous travaillons sur des projets à long terme et non à court terme. Mais tu sais qu'il y a une polémique qui dit que oui, le président Eto'o a nommé une bande d'entraîneurs incapables qui sont incapables de qualifier une équipe pour une CAN. On sait très bien que l'équipe U20 a fait un tournoi, une IFAC, où elle n'a pas été qualifiée, pourtant elle avait survolé la compétition. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens de personnes? Moi, je crois qu'ils sont quand même dans leur rôle. C'est les Camerounais, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont dans leur rôle et moi, je ne peux pas les en vouloir. C'est leur équipe. Et tous ne peuvent pas être professeurs pour comprendre la chose. Et nous n'allons pas les en vouloir. Mais après, dire qu'il faut limoger tous les sélectionneurs, je crois qu'il y a une personne qui a été élue à la fédération. Et peut-être c'est quand il y aura un nouveau président qui doit venir avec notre projet. Lui seul sait quel projet il a. Moi, je vous ai expliqué ma feuille de route qu'on m'a donnée. Et je crois que jusqu'ici, la preuve, c'est que je ne force pas ces clubs professionnels à prendre ces joueurs. Ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité. Donc, c'est de leur plein droit. Et dit que limoger, après... On peut bien limoger tous les sélectionneurs. Il y a beaucoup d'entraîneurs au Cameroun. Mais on dit bien c'est le président Samuel Eto'o fils qui a la décision de ça. Mais après, je peux les comprendre. Ils ne sont pas contents. Mais au même moment, je ne peux pas dire que la responsabilité n'est pas de nous, les entraîneurs. Nous avons échoué. Moi, personnellement, j'ai même pris personnellement une décision que moi, je veux qu'on m'enlève, on donne la place à quelqu'un d'autre. Sauf qu'après, on m'a rappelé tout simplement quel était mon objectif. Donc, parce que j'étais vraiment très gêné que pour une deuxième fois, je ne me qualifie pas pour la CAN
Pourtant, nous avons tout donné. La preuve, nous avons Djibril Harouna, qui est aujourd'hui à Angers. Nous avons Yonjo qui est au LOS. Ils sont nombreux là, Kofan, qui n'était même pas là, mais qui faisait partie de l'exhibition, qui est à Leverkusen. Donc, je crois qu'on a quand même atteint un objectif que les gens ne peuvent pas voir maintenant. Mais je crois que d'ici 4 ans, l'équipe nationale du Cameroun doit être la génération de 2004 que j'ai eu, 2005 et 2006. Donc, je crois que nous sommes sur une bonne lancée. Ouais, Yvan, tu sais, tu parles beaucoup de joueurs que tu as, que tu évoques les joueurs Kofan, Yonjo et tout ça là. Quels sont les joueurs aujourd'hui professionnels qui sont passés par toi? Après, je n'ai pas la liste ici, mais s'il faut citer... Mais il faut citer quand même. Parce que beaucoup de gens... Si j'arrive en France, il y a Dimitri Manim qui est à Paris FC. Oui. Nous avons... Nagida, Karems. Nous avons le jeune Atuavom qui est à Lorient. Nous avons le jeune Angers, Djibril Harouna. Nous avons Yonjo du LOSC. Si on part en Espagne, nous avons Bill Songo Deportivo. Mais quel état est passé par toi? Il n'est pas passé par moi, il est passé chez les 23, mais quand il a été recalé, il était dans ma liste de la francophonie. Malheureusement, les noms ont disparu. Je sais comment, mais après, il n'a pas fait partie. Si on repart peut-être en Allemagne, nous avons Kofan. Après, il y a d'autres. En Grèce, nous avons Ulrich Fokam. Ils sont nombreux dans d'autres petits championnats. Je crois que quand on fait le décompte, ils peuvent être 25, 26. Donc, je crois que nous avons fait... Donc, je crois qu'ils sont nombreux qui sont passés là. Après, je ne saurais dire que c'est moi qui les forme parce qu'ils sont des formateurs, ils ont des clubs. Mais après, ils sont passés par les U20 et qui ont eu une petite visibilité entre parenthèses qui leur met à ce niveau. Mais est-ce que tu ne penses pas que ces joueurs-là, si on leur fait confiance, ils peuvent facilement jouer pour les A aujourd'hui? Bon, après, si on a un Djibril Harouna qui joue à Angers, qui fait ses débuts à moins d'1 mois, il serait titulaire d'ici la fin d'année. Il serait titulaire. Si nous avons Kofan qui joue les Champions League, si nous avons Avom, déjà qui est l'un des plus gros transferts de Lorient qui est en cours. Si nous avons Yonjo à 3 mois, ils sont nombreux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il suffit seulement d'avoir des hommes visionnés pour dire, si nous voulons construire l'équipe nationale A du Cameroun, nous pouvons prendre ces enfants. Une chose est sûre, on doit se qualifier au moins pour les CAN. On peut arriver à la CAN, on ne remporte pas la CAN. C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais pour la première année. Le temps pour eux de gagner en maturité et en club et de revenir en sélection. Déjà, ils se connaissent depuis les U20, c'était les U17. Ça veut dire que ça va créer une cohésion. Moi, je crois qu'il faut prendre l'exemple de 2002. On m'a dit c'est la génération des brasseries. Ils étaient tous ensemble. Ça donne le résultat que ça donne. Donc, je crois que il faut les mettre tous en sélection. Déjà rajeunis, pas à 100%, mais les introduire. Moi, je crois qu'ils ont du potentiel. Tu ne peux pas jouer à Ligue 1 en France et tu ne peux pas jouer au Cameroun, sachant qu'on sait qu'il y a des joueurs qu'on convoque qui sont des championnats de seconde zone. Ça veut dire tous ces jeunes dont j'ai cité, on les place à 100% en équipe nationale du Cameroun. Mais tu sais, tu as une histoire un peu qui est palpitante parce que je me souviens à une époque où il y avait la crise entre la fédération et les ministères. On a vécu une histoire avec les U20. Est-ce que c'était vrai que on voulait faire jouer les U20 contre la Namibie? Je crois que pour ceux qui ne connaissent pas le président et tout, il était décidé. Il était décidé parce que la preuve, c'est qu'il a pris toutes les dispositions quand nous sommes retrouvés à Garoua. C'était très vrai. Nous étions en train de préparer le tournoi au Congo. Au Congo, ouais. Et une fois que nous sommes en stade, nous sommes sur le label de la fédération. Exactement. Donc, je ne comprends pas comment c'est pour les polémiques. L'État ne veut pas que vous jouez. Non, j'ai dit non. Déjà ici, nous sommes assurés par la fédération. Exactement. Nous sommes tous des Camerounais. Exact. Et après, si la fédération qui est ma tutelle, qui est notre tutelle, nous les footballeurs ou bien les entraîneurs, nous demande, nous donne une injonction. Si nous ne voulons pas respecter, nous démissionnons. Exactement. Donc, je reçois l'appel que nous devons être à Douala. Pour jouer en équipe nationale et que pour remplacer les Lions A et que je devais prendre les services du coach Richard Toa qui devait venir m'accompagner avec quelques joueurs de la Colombe qui étaient champions du Cameroun et de l'Aigle. Donc vous voyez un peu cette transparence que la fédération entièrement amateur. Oui, amateur. J'ai pris 15 joueurs des U20, des meilleurs. J'ai fait une liste et Colombe et Aigle de Tchara complété. On peut pouvoir donner un joueur, je crois, le capitaine. Nous sommes arrivés, on nous a accueillis comme des seniors, dans les chambres, les équipements et tout ça. Nous avons mangé, nous avons discuté à table. Je peux vous rassurer que les joueurs étaient galvanisés et savaient qu'ils devaient gagner. Ah bon? Moi, je vous dis, ils voulaient jouer. Pour eux, ils étaient engagés. Donc ils étaient dans la peau. Ils étaient sûrs qu'ils devaient jouer.
Et moi, personnellement, je ne doutais pas. Parce que cette période, on a fait beaucoup de matchs amicaux contre tous ces clubs du Cameroun qui ne sont pas des sélections, mais on sentait une bonne cohésion dans notre équipe. Quand on arrive après, le matin, quand on embarque, je ne suis pas sur le plan administratif, mais les tractations se font. Mais pour le président, c'est que c'est les U20 qui doivent jouer. Nous sommes dans l'avion. On a tout checking, billet d'avion coupé. Nous sommes entrés. La dame qui annonce une panne. Elle a dit l'avion a un souci. C'est où je souris. Moi, je comprends qu'après, peut-être les problèmes plus hauts se sont résolus. Il est question qu'on rentre. Moi, je n'ai pas les problèmes, puisqu'après, notre compétition était un peu lointaine. Sauf qu'après, on lit dans les réseaux sociaux qu'il y a un chantage, les Lions A ne veulent pas jouer, et s'ils ne jouent pas, il y a une normalisation au Cameroun. C'est une histoire. Il est question que nous apparaissons à Garoua. Et je crois qu'on a bloqué tous les aéroports. Ces noms ne doivent pas voyager. C'est pas vrai. Je crois que je reçois un commissaire en civil à Bankomo qui nous contrôlait carrément pour savoir si nous allons sortir ou pas. Bon, après, j'étais curieux. Le commissaire de Bankomo, comment vous venez? Pourtant, nous sommes ici en staff, vous n'avez jamais venu nous rendre visite. Jamais. Mais là, stratège, la fédération prend d'autres dispositions, nous voyageons en civil. Waouh! Pas avec le bus de la fédération, mais comme des clandestins. On voyage. On réussit quand même à dribbler tous les contrôles. Incroyable. On réussit à dribbler tous les contrôles, sauf le contrôle des Garois qui ne nous visitent pas. Et dès qu'on arrive, je crois que c'est quand on arrive que les Lions donnent leur passeport pour aller à la réunion technique. La réunion technique s'est tenue à 22h la veille du match. Ah ouais. Et quand la photo circule que nous sommes à Garoua, personne ne pouvait imaginer qu'on a pris la route. Je n'ai jamais voyagé comme ça de ma vie. Nous sommes arrivés à Garoua. Voilà, ils donnent leur passeport au chef de délégation qui était Koumvando, je crois, pour la réunion technique. Jusque-là, nous, on savait déjà que s'ils ont validé la réunion technique, le matin, nous, on savait que c'est fini. Nous, on ne doit pas jouer, c'est les Lions. Mais on fait quand même un stretching, dégraissage. Mais notre hôtel est entouré des policiers, des gendarmes. Et je reçois la nouvelle qu'on ne peut pas sortir. Je reçois ça d'un dirigeant de l'hôtel. J'essaie avec le docteur Tchinke, préparateur physique qui nous accompagnait aussi de la délégation. J'essaie de sortir avec lui. Et je leur pose là. Ils disent, vous ne pouvez pas sortir de l'hôtel. Je dis, mais pourquoi? Non, on a reçu les ordres que vous pouvez pas sortir. Moi, je fais un message à qui de droit. Je l'informe de la situation. Kitame dit, coach, dans 2 minutes, ils vont dégager. Wow. Et justement, le collégion de Garoua appelle directement et leur dit de libérer les lieux. Bon, je crois que c'est le mot est venu du gouverneur. De libérer les lieux et d'escorter les U20 au stade de voir le match. Ah ouais. D'escorter. Mais vous avez fait paniquer quand même les Après, c'était pas nous, c'est nos grands frères. La preuve, c'est qu'après le match, nous sommes dans les vestiaires. On a pris les photos avec eux. Nous, on n'a pas de problème. Nous sommes tous Camerounais. Après, la bagarre qui s'est fait plus haut, ne nous regardez pas. Mais nous, respectons notre fédération et nous faisons ce que la fédération nous demande de faire. Mais justement, comment se passe ta collaboration avec les autres entraîneurs, c'est-à-dire les U17, les U23? Comment ça se passe? Est-ce que vous puisque normalement vous devez travailler en collégialité, comment ça se passe? Après, moi, quand on m'a nommé, je n'ai pas voulu savoir si X même ou Y ne m'aime pas. Exactement. J'ai pris la peine sur moi d'appeler, je peux le citer ici, Anissé Mbaga, l'ancien sélectionneur U17, qu'on a retiré. Il était question qu'il me donne la liste de ses meilleurs U17. Bon, il a refusé de me prendre au téléphone, il ne m'a pas donné. Et moi, je l'avais dit en face une fois que moi, je l'avais appelé maintes fois, il a promis de me donner, il ne l'a pas fait. J'étais obligé de marcher encore dans tout le Cameroun. Donc moi, personnellement, je pense que on n'a pas besoin de nous dire de travailler en synergie. Exact. Logiquement, le coach des U20 doit avoir un regard direct sur les U17, puisque c'est la catégorie intermédiaire directe. Exact. Moi, je l'ai fait chaque fois. Je l'ai souvent surclassé 12 joueurs U17, parfois 10. Les Lions, je les prends direct sur les 17, sans demander l'accord de l'entraîneur. Mais je crois quand même qu'avec le coach Guy Fetiné, constamment nous parlons, sur le coach des U23. Le U23, oui. Oui, nous parlons constamment. Il est très ouvert. On s'échange même des listes. Quand j'ai fait ma liste, je lui donne. Il regarde. Après, il fait pareil. Donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne dépend pas de nous. C'est un système qui est normal. Il faut bien collaborer et le regard et collaborer avec l'entraîneur. Récemment, quand le coach Seydou a fini la CAN, on a discuté, il fallait que je sorte une liste pour l'Angleterre. On a discuté, je crois que j'avais 9 joueurs dans la liste du stage. Donc je crois que nous collaborons bien, mais je crois que davantage nous allons essayer de remettre encore un cadre encore supérieur à la collaboration pour que le vœu du président, parce que pour lui, il faut une traçabilité dans les sélections. Exact. Tu es U17, tu ne dois pas t'égarer si tu es meilleur, parce qu'on ne doit pas dire tous les U17. Exactement. Tous ceux qui ont brillé
doivent monter chez les U20 pour qu'il y ait cette continuité jusqu'au A. Donc je crois que sur ce côté, nous sommes en train de nous atteler et nous travaillons déjà comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, je peux être content que les Yonjo, Arona sortent des 17 avant d'arriver chez moi pour arriver où ils sont aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui, mais j'ai cru entendre qu'au au moment où Rigobert était sélectionneur, il se tenait des réunions entre tous les sélectionneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Marc Brice, ça a déjà été le cas? Je crois qu'avec Rigobert, il y avait une bonne dynamique qui était en place. C'était une première fois qu'on se réunit tous et que la direction internationale, le sélectionneur parle, le DTN parle. Ensemble, on est en train de trouver une philosophie pour le Cameroun, pour le Cameroun, pour les sélections. Ça marchait déjà plutôt bien. On essayait d'échanger les idées, on s'apportait les idées. Et on a un forum même qu'on avait créé. Et il était question même pour le coach Rigobert de prendre des joueurs chez les U20, chose qu'il avait déjà en attendant. Voilà, je vais citer peut-être comme ça, chose qu'il regardait déjà. Mais sauf qu'avec le nouveau sélectionneur, Marc Brice, personnellement, moi, je ne le connais pas. Je le vois seulement à la télévision. Et voilà, moi, je ne pense pas qu'on a déjà initié quelque chose. Il y a toujours peut-être des tensions. Et lui, il ne veut pas savoir ce que d'autres catégories font. Parce que ça l'intéresse pas? Si peut-être il était intéressé par ça, je prends l'exemple dernier Congo, il y avait 6 équipes participantes. Sébastien Desarbres, je peux dire c'est lui qui nous bat en finale. Ah oui? Ouais, c'est lui qui nous bat. Carrément, je le dis. Sébastien Desarbres, c'est lui qui était le vrai sélectionneur du Congo. Ah oui, donc il est sorti de... Chaque fois, à tous les matchs, moi j'appréciais vraiment, il sortait à tous les matchs, c'est lui qui apportait les changements tactiques. Du début de la compétition jusqu'à la fin. Donc je crois que c'est un appui, c'est un pan psychologique. Et après, il a convoqué 3 joueurs des U20 pour les seniors des Léopards. Ah bon? Après la compétition. Donc je crois que si on avait peut-être de l'harmonie autour de toutes les sélections jusqu'au A, si le coach Marc Brice était seulement des passages en tant que superviseur de cette catégorie, je crois peut-être que sur le plan psychologique, les enfants auront dû rêver que voilà le coach des A. Si nous donnons bonne prestation, on peut avoir cette chance. Exact. Donc je crois qu'aujourd'hui, en fait, sa présence aurait galvanisé ces jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, mais j'ose croire que peut-être la fédération doit trouver les moyens pour que cette collaboration puisse naître. Bon, Yvan, comme tu parles là, je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes à travers l'histoire que tu viens de nous évoquer. Tu es peut-être en train de susciter des rêves pour certains jeunes. Parce qu'il faut dire que tu es jeune. Et est-ce que tu as un conseil pour ces jeunes-là qui souhaitent devenir entraîneurs comme toi? Parce que je pense qu'il peut y en avoir qui vont nous... Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent et qui me prennent comme leur exemple. Exact. Et je ne cesse de leur dire la vérité. Parce que vous savez, en Afrique, le plus souvent, on mystifie tout. C'est pas possible, un jeune ne peut pas, il faut se compromettre, c'est pas possible de saluer, par exemple, Samuel Eto'o, le président de la fédération, c'est pas possible d'être dans ce milieu. En fait, on a bloqué sur le plan psychologique la jeunesse. On a mystifié le truc. Et quitte à moi de dire aux jeunes, c'était un moment où on me dit, il ne peut pas faire d'enfants, mais ils ne connaissent pas que j'ai une famille. La plupart ne savent pas que j'ai une famille. J'ai dit aux jeunes, il faut croire en ce que tu fais. Moi, personnellement, je suis chrétien. Exact. Peut-être, certains doivent croire peut-être aux traditions de leur village, je ne les empêche pas. Mais si tu crois à une croyance dont tu ne te compromets pas, il faut croire, mais beaucoup plus croire en ce que tu fais. Exactement. Il faut travailler avec passion. Il faut mettre l'amour du travail au devant, contrairement à l'argent. Et c'est ça qui plombe l'Afrique. C'est ça qui plombe nos sélections nationales le plus souvent. La corruption dans les sélections. Parce que si on veut parler de ça, c'est un très long chapitre. Donc, je dis ça aux jeunes. Déjà, il faut croire et il faut être surtout discipliné parce que l'entraîneur, c'est l'exemple. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je n'allais pas dans les coins danser, c'était à 14 ans, mais j'ai eu le conseil de la femme du feu Foto Victor à l'âge de 16 ans, que si je vais entraîner son enfant, je ne dois pas vagabonder, je ne dois pas aller dans les milieux, je ne dois pas boire de l'alcool. Donc tout ça, c'est la discipline. Moi, je suis quelqu'un qui était ouvert, j'ai compris cette discipline. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la discipline s'acquiert tôt. Il y a les papas qui ne sont pas disciplinés parce qu'ils ont commencé l'indiscipline plus tôt. Donc moi, je crois qu'une fois que tu es discipliné, la notion de... En Afrique, on ne connaît pas la notion de... Un jeune entraîneur ne peut pas programmer l'entraînement à 15 heures, lui-même il vient à 15 heures. Je crois déjà que là, il a oublié son métier. Là, il cogne tout droit vers le mur parce que ça, c'est pas son métier. Exact. Donc, il y a ce côté, déjà, croire en ce que tu fais, croire en toi, en tes capacités. Déjà, se faire former, s'instruire.
savoir communiquer, parce que la communication aujourd'hui est la chose la plus importante dans l'encadrement de la jeunesse, transmettre les informations, être capable d'expliquer une séance d'entraînement, de monter. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut et surtout rester discipliné. Donc, je crois que c'est le conseil que je leur donne, et de croire en eux et de ne pas être précis. Moi, je travaille dans les équipes où j'ai payé les licences des joueurs. Parce qu'il y avait un coach que je voulais voir comment il travaille, le coach Kwesi. Je payais les licences des joueurs pour que ça se passe bien. On ne me payait pas, j'étais 5e coach, mais en fin de saison, je suis coach numéro 1. Ça se cache, je n'étais pas encore entraîneur national, en D2 régional. Au jour d'aujourd'hui, les gens comprennent pourquoi je le faisais, parce que je veux bien faire, je m'investis financièrement. Les gens attendent que XY paye le stage. Moi, j'ai payé tous mes stages avec mes économies. Personne ne m'a payé un stage depuis que je suis entraîneur. Donc, c'est cette motivation qu'il faut se faire. C'est priver de ce qui est bien, de la chaussure, des téléphones iPhone, mais de s'investir plutôt dans ce que tu aimes. Je crois que tout ceci converge, même le Seigneur saura que non, cet enfant a besoin, il faut l'accompagner. Et ça attire peut-être les grâces ou bien des personnes de bonne volonté, un peu comme le président l'a fait, me donner cette opportunité de m'exprimer. Mais Yvan, on parle un peu de ton projet Sims. C'est à quel niveau ton projet Sims Academy? Après Sims, je peux être content des Sims des 4 dernières années parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même pu transférer 2 joueurs professionnels. Aujourd'hui, un qui est au FC Nantes, qui a Emmanuel. Qui est déjà même surclassé, qui fait des entraînements déjà avec des pros. Et nous avons aussi Ulrich Fokam, qui est du côté de la Grèce en 2e division. L'académie aujourd'hui comporte un siège pratiquement sur 3000 mètres carrés. Nous sommes en location. Mais déjà, nous logeons déjà les joueurs en interne. Nous avons un mini-terrain de 40 sur 25 qui sert de cadre aux jeunes. Synthétique? Oui, synthétique. Je crois que j'ai vu ça. Exactement, qui sert de cadre aux jeunes spécifiques. Nous avons déjà 12 personnes qui travaillent pour l'académie, le personnel, c'est déjà quelque chose. J'étais seul au départ. Aujourd'hui, j'ai réussi à garder 12 personnes auprès de moi. Je ne peux pas dire que je les emploie parce qu'après, ils ont tout simplement le transport. Donc, je crois que Sims Academy, aujourd'hui, sur le plan national, donne déjà quelque chose, montre déjà qu'elle est capable de faire quelque chose de bien. Mais est-ce que en tant qu'entraîneur, tu n'as pas souvent, ou en tant que manager de Sims, tu n'as pas des frustrations? Après, c'est ça, c'est parfois les gens ont pas de conflit d'intérêt. Je crois que la première condition que le président m'a donnée, c'est que Sims va aller plus haut. Le jour où Sims dégrade, il va me virer de la sélection. Parce que lui, il a estimé que c'est des Sims qui m'a pris. Donc, je suis quelqu'un de très difficile. La marchande des joueurs des Sims qui sont passés en sélection n'ont pas été titulaires en sélection. La preuve, je vous parle de Kia Emmanuel qui était en sélection, qui n'était pas un titulaire d'emblée, mais aujourd'hui, le FC Nantes. Je suis tellement exigeant avec moi-même. Donc pour toi, il n'y a pas de favoritisme? Ça n'existe pas. Au contraire, si tu veux vraiment être en sélection, ne viens pas à Sims. Si tu es à Sims, il faut être au-dessus de tout ce que j'ai en sélection pour que je te convoque. Ça n'existe pas. Et ils le savent. J'ai perdu beaucoup de joueurs à cause de ça. Et moi, je suis fier de ça parce qu'aujourd'hui, si j'amène un joueur de Sims en sélection, il faudrait que ce joueur démontre ce que Kia, par exemple, démontre aujourd'hui, qu'il fasse un transfert, qu'il arrive en 4 mois, il touche déjà les professionnels du FC Nantes. Donc, c'est ça. Donc, je suis tellement exigeant avec ce côté. Il n'y a pas de favoritisme. J'estime que les enfants des autres ont besoin. Je prends le cas de Kofan, s'il faut parler un peu en bref. C'était un jeune que j'ai vu. Et après, il était question de lui donner cette opportunité. S'il faut faire le favoritisme, on n'aurait pas ces joueurs qui n'ont personne derrière eux. Et après, je me dis que le rôle qu'on m'a donné en sélection, c'est de détecter les meilleurs joueurs du Cameroun. Pas des tribus. On ne m'a pas demandé de regarder qui est de l'Ouest, qui est du centre. Je ne veux pas savoir. Quand je recrute le joueur, c'est le talent qu'on regarde. Je sais que c'est un Camerounais. Donc, c'est ça mon rôle. Mais j'ai une petite anecdote qu'on m'a racontée par rapport à Kofan et toi. On m'a dit que c'est toi qui a... Kofan était convoqué à l'équipe nationale et on a refusé qu'il monte dans le car. Mais que c'est toi qui l'as mené, qui l'a pris dans ta voiture pour l'amener à l'hôtel. Je ne sais pas, un truc de ce genre. Est-ce que c'est vrai? Après, vous savez, quand on fait la détection externe et qu'un joueur comme Kofan vous marque l'esprit en détection externe et qu'il est blessé, vous décidez de le convoquer, un joueur blessé, un jeune. Il faut comprendre le potentiel. Quand je convoque Kofan, il sort de AS Milan de Douala. Exact. Et il avait un joueur qu'on appelle Owen, aujourd'hui en Espagne aussi, que je convoque. Sauf que Owen a un problème d'identité, dont il fallait résoudre. Moi, j'ai dit tout simplement la coordination. Owen était avec les U23. Comment avec les U20, il a un problème. Il faut résoudre. Ils disent parallèlement pour Kofan, on ne voit pas bien clair sur le joueur. Je ne sais pas quel problème il y avait peut-être entre cette académie et peut-être certains personnels de la fédération.
quand on m'appelle, Dieu merci, j'étais avec ma voiture ce jour à Yaoundé. Les joueurs d'école de la fédération, pour Bankomo, je reçois l'appel que coach, on nous a interdit d'entrer dans le bus. Je suis à l'échangeur de l'aéroport pour aller à Bankomo avant d'arriver à Barrière. Je gare, je leur demande de me trouver à Barrière. Je prends sur moi, j'informe le coordonnateur, à l'époque c'est Benoît Angwa, que moi je vais mettre ces deux en stage. Il m'a dit ça a été risque et péril, monsieur le sélectionneur. J'ai dit je prends sur moi. Moi je ne comprenais pas. Ce sont des Camerounais, c'était des Tchadiens. Je crois qu'on devrait peut-être le recaler. Mais moi je prenais sur moi parce qu'après le président m'avait dit tu es le sélectionneur. C'est toi qui prends. C'est toi qui prends tes joueurs. Après, s'il y a des problèmes administratifs, cela ne te regarde pas. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Donc, je crois que j'avais oublié même l'anecdote. C'est le joueur qui le rappelle. Ah bon? C'est le joueur qui le rappelle, le président de la fédération, l'autre joueur en Allemagne. Ah oui, on vous a vu ensemble. Ouais. Donc, quand je prends les deux joueurs, j'arrive en sélection. Je fais tout, je fais une note à la fédération. Le problème est résolu. Sauf qu'en ce temps, le joueur se blesse, Kofan. Je décide de garder Kofan blessé. J'estime qu'un jeune qui se blesse en sélection, on ne peut pas le laisser dehors. Il faut que le médecin de la sélection prenne soin de lui. Et quitte à ce que Kofan un jour vienne dire dans ma chambre, coach, on n'a pas pris soin de moi aujourd'hui. Moi, j'étais dans tous mes états, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec le staff. Après, le joueur part se soigner quand nous quittons pour aller au Congo et il signe son contrat professionnel en Espagne. Donc voilà un peu l'anecdote avec ce joueur. Donc moi, je ne connais pas comment un jeune peut avoir le talent. Après, on a dit, je ne veux pas appeler les noms, mais je l'ai dit au président, que Kofan, c'était mon dollar à l'époque. On m'a donné de l'argent pour le convoquer. On m'a donné de l'argent, c'est pour ça que je signe derrière lui. Aujourd'hui, un joueur qui est indolé est pratiquement fait partie des deux joueurs qui jouent la Ligue des champions camerounais. Donc je crois que je suis très content de ce jeune qui a démontré qu'il n'était pas mondolais, qu'il avait un talent et qu'il fallait tout simplement valoriser le talent. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'au Cameroun, quand on dit que le ndolais, ça veut dire que c'est la personne qui te donne de l'argent. Et voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Donc le joueur m'a soudoyé pour être en sélection. Le joueur t'a soudoyé. Aujourd'hui, le joueur n'a même pas été international, mais il joue la Champions League. Donc aujourd'hui, je suis être content de ce joueur. Et c'est lui d'ailleurs qui m'invite en Europe. Ah ouais? Oui, pour voir son match de Champions League. Parce qu'en stage, j'ai un seul mot. Si vous êtes ici en sélection pour donner de l'argent, ça ne passe pas. Si quelqu'un vous a pris de l'argent, allez récupérer votre argent. La seule chose que moi, Ivan, Kemo et mon staff, bien que petits peuvent ne pas être contents quand je le dis parfois, mais après ils ont compris, c'est que j'ai pris les exemples, j'ai encore appelé à Kofan. C'est que Kofan, par exemple, tu es en Champions League coach, je suis au gradin. Moi, je l'ai dit, c'est ce que je l'avais dit en stage, et que je suis invité. C'est ma plus grande fierté. Et cela dépasse peut-être 50 000 euros que tu aurais dû me donner. Et quand je reste au Cameroun, Kofan me fait un message, coach, est-ce que vous pouvez être disponible pour voir un match de Champions League? Je lui dis, je donne mon programme. Quand je donne le programme, ça cale contre le PSG. Et je fais le déplacement. Le joueur me reçoit. Il me présente à Tapsoba. Après, je vois son match dans le cadre de VIP. J'ai l'avantage, la chance de rencontrer, par exemple, Nasser, le président du PSG. Le président Samuel est aussi même table. Et qu'on discute football et que je vois un peu comment le football se passe. Et je dis, c'est une très grosse fierté. Pour moi, je sais pas, tout le monde a besoin d'argent. Mais après, ceci dépasse peut-être 100 000 euros qu'on t'aurait donné. Mais Yvan, on voit que tu es très complice avec le président et tout. Mais quel est c'est vrai que tu as dit que c'est un père, mais j'ai l'impression que le président Samuel Eto'o et toi, vous êtes complices. C'est vrai qu'un père peut être complice avec son fils. Mais j'ai comme l'impression que vous parlez à des mimos, en fait. Après, c'est mon père, mais après, c'est aussi le président de la fédération. Oui. Et je rends compte à la direction technique nationale sur les aspects techniques, mais sur les affaires sensibles de la sélection nationale, sur les affaires politiques. Il faut bien rendre compte à qui des droits et qui te donne l'orientation. Et le président, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui aime les gens vrais. Après, une fois que je serai faux, je sais qu'il doit me prendre au téléphone. Je suis conscient. Donc, c'est la seule chose qui m'anime de rester très droit. Si je veux avoir cet avantage que j'écrive au président à minuit, qu'il me réponde, que j'arrive à un endroit comme ça et qu'on met ça sur la table du président. Donc, je crois que lui, c'est ce qu'il voit en moi. Et après, je reste dans le cadre professionnel. Je suis le sélectionneur des U20. Le président était le président de la fédération. Après, il m'a donné la latitude de lui donner les informations qui, à mon niveau, je ne peux pas régler et qui peut me donner un conseil. Je peux vous dire, le président m'a déjà critiqué par rapport à mon jeu. Ah ouais. Et après, je l'ai apporté des arguments
Et il m'a expliqué, et il a reconnu mes arguments, pourquoi, le contexte. Donc, on essaie de s'échanger comme ça, parce que parfois, je lui dis, président, parce que c'est aussi un gars qui a oubliez un peu la casquette de président. Il a le diplôme d'entraîneur. Justement, parlons un peu de football. Vous avez joué au haut niveau, vous avez entraîné quelques clubs. Pour peu de temps, vous pouvez me donner des conseils. Donc après, c'est cette complicité qui fait en sorte que lui sent en moi quelqu'un qui veut connaître, qui veut grandir, et il me donne aussi la latitude de lui faire des messages. Voilà. Mais tu sais, Yvan, moi, je suis très étonné par déjà la fluidité du langage. On est dans une interview, mais je te le dis parce que je sais que voilà, il faut toujours reconnaître ce que pendant une interview, je peux te dire ça. Mais comment ça se passe une journée, ta journée de sélectionneur, quand tu es en sélection, une journée dans la sélection des U20, Yvan Kemwe, qu'est-ce qu'il fait pendant une journée en sélection? Bon, déjà la veille, ça se prépare la veille, il y a une planification. Après, on a 2 séances d'entraînement. En matinée, on peut se lever, petit déjeuner. Dès qu'on finit le petit déjeuner. Ok. Nous allons ok. Vas-y. Donc, il y a le petit déjeuner que nous devions prendre. Après, nous allons aux entraînements. Premier séance d'entraînement, on revient. On prend le repas de midi. Dans l'après-midi, entraînement. En soirée, il y a un truc que j'ai instauré qui s'appelle la réunion technique. Pour moi, c'est la seule façon pour moi de travailler avec des joueurs sur le plan psychologique et de faire le rappel de tout ce que nous avons fait. Je le fais chaque soir. Ça engage certains gens, mais après, ils ont compris le bienfait. Moi, je les récupère sur le plan psychologique. Je les travaille le mental. Et en plus, j'évalue la séance et les efforts individuels des uns et des autres. Et après, la routine, je m'en vais avec mon staff, je prépare la séance du lendemain. On ne dort pratiquement. Moi, je dors à 2 heures en sélection, je me lève à 6 heures. Wow. Donc, chaque fois qu'il y a un stage, c'est ça mon dada. Yvan, on va faire un petit jeu avant de terminer parce qu'on est déjà presque à la fin. Dis-moi, quel est ton joueur actuel préféré du monde? Pour toi, quel est le meilleur joueur du monde actuellement? En activité? En activité, là où on parle. Pour toi, quel est le meilleur joueur? S'il faut parler du meilleur joueur du monde, c'est Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo. Waouh. Ton équipe préférée, t'en as? Ou tes équipes préférées? Pays ou bien club? Club. Pays, non, club, parce que parlons de club, parce qu'on sait que les pays, c'est le Cameroun. Ouais, pour moi, club, il y a une équipe qui m'a toujours marqué par son style de jeu, c'est le FC Barcelone. FC Barcelone. Et pour toi, le meilleur joueur africain de tous les temps? Samuel Eto'o-Fils. Pour toi, le joueur que tu as formé et dont tu es le plus fier? Je ne saurais répondre à une question pareille parce que je suis tout fier de ces enfants. Ils me rendent fier. Je ne peux pas encore citer, parce que c'est très tôt de juger, mais tous me rendent fier parce que je suis très content de leurs prestations en club. Et je sais que tu es croyant. Tu vas à l'église? Ouais. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce que Dieu représente pour toi? Pour moi, Dieu, c'est tout. C'est tout pour moi parce que je ne saurais faire quelque chose sans mettre Dieu au devant. Si aujourd'hui Dieu me demande d'arrêter tout ce que je fais, j'arrête. Ah ouais. Donc je suis catégorique. Donc pour moi, j'ai ce discernement et le jour où il dit, mon fils, arrête, j'arrête. Quel est ton passe-temps favori? Beaucoup plus la musique. Quand j'ai fini mes activités qui concernent le foot, je peux peut-être danser avec mes enfants. Parfois, je mets la musique, je danse avec eux. Laquelle musique, justement? Quelle est ta musique favorite? Après, vous savez, les enfants sont parfois trop mondains. Ils aiment les musiques qui circulent au quotidien. Quand je mets les musiques religieuses, je commence par les musiques religieuses, nous dansons. Après, je mets ce qu'ils aiment. Et enfin, je remets la musique religieuse et nous prions ensemble. Et donc, tu pries beaucoup? Ouais. Quel est ton plat favori aujourd'hui? J'aime beaucoup plus le ndolé. Ndolé? Ouais. Tu n'aimes pas le cuit? Après, c'est une nourriture de notre région, mais après, c'est un peu des plats qui ont des périodes. Peut-être quand une maman accouche ou une dame accouche, mais au quotidien, c'est du ndolé que j'aime manger. Justement, tu nous as parlé d'église tout à l'heure. Je voulais poser une question. Est-ce qu'un footballeur doit être superstitieux? C'est-à-dire? Est-ce qu'il doit croire en la magie? Je crois que c'est les faibles qui croient à la magie. Et ça a plongé beaucoup de footballeurs. Moi-même qui vous parle, on a essayé de vouloir me dérouter. Et Dieu m'a démontré qu'il est meilleur.
je ne veux pas parler de ça ici, mais il m'a démontré la francophonie. Moi, c'est pas un trophée que nous avons mérité, nous les joueurs, le coach. Moi, je crois que c'est Dieu seul qui a démontré à un niveau à quel point il peut donner à qui il veut. Donc, je crois que Dieu, pour moi, représente tout. Les gens, s'ils veulent avoir un conseil, c'est de laisser ça à côté. Les gens cherchent leur argent avec ce côté mysticisme et de croire tout simplement, de prier. Si Dieu t'a donné un talent et que tu exploites bien ton talent, je crois que personne ne peut te l'arracher. Est-ce que tu peux envoyer un message à tous les jeunes Camerounais qui veulent jouer au foot? Quel est le message? Déjà, c'est de la discipline, c'est tout. La discipline. Travail, discipline. Parce qu'au Cameroun, on dort peu. Qu'au fan dort 13 heures de temps par jour. Ah ouais. Tout c'est professionnel. Est-ce que tu as un message? Je voudrais que tu répondes à la caméra. Tu donnes un message au président de l'Africa Foot. Est-ce que tu as un message pour lui particulièrement? Déjà, de dire merci au président Samuel Eto'o pour l'opportunité, président, que vous m'avez donnée. J'ai pu vous rassurer que j'apprends de mes erreurs chaque jour et que je suis toujours convaincu que nous allons gagner ce que nous avons en commun, une Coupe du Monde. Et je crois que je vais travailler pour ça. Je peux ne pas être le sélectionneur, mais je crois que tout ce que nous faisons, c'est pour le Cameroun. C'est qu'aujourd'hui, au bout de 2030, que nous comprenons que les U20, les U23 ont gagné les Jeux Olympiques et que peut-être les A sont déjà au moins en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc je crois que je vous remercie pour tout et qu'ensemble, je vais toujours être auprès de vous tant que vous le souhaitez. Et que le jour où vous dites « Écoute, coach, c'est fini ta mission », je vous remercierai toujours parce qu'on m'avait donné l'opportunité de ma vie aujourd'hui. J'ai vu le football autrement et je crois que je vais continuer mon développement et ma formation. Voilà, vraiment c'est très très intéressant. Mais le mot de la fin, je veux que tu donnes un mot de la fin, un message que tu as envie de véhiculer aux gens que tu connais ou bien que tu connais pas. Je veux que tu leur véhicules un message. Déjà, c'est qu'au peuple camerounais qui juge parfois plus, Ivan Kemoy, la sélection U20, ne connaît pas rançonner les joueurs. Nous sommes dans la détection des meilleurs talents. Je crois que j'ai fait le tour du Cameroun, parfois avec mes frères, pour détecter les talents. C'est pour vous dire seulement, nous comprenons que vous avez besoin des victoires, mais pensons un peu beaucoup plus à une reconstruction et la reconstruction doit prendre du temps. Je crois qu'avec ou sans moi, vous verrez les résultats dans les 5 prochaines années. Merci Ivan Kemoy. Vraiment, c'était un moment très intéressant entre Ivan Kemoy et moi. Je pense que j'ai beaucoup appris aussi de l'entraînement aujourd'hui, mais vraiment, je voulais aussi remercier Ivan qui était de passage en Europe, parce qu'il a fait le tour de l'Europe. Et vraiment, c'est un honneur de le recevoir parce que vraiment, il avait pas le temps, mais on a vraiment trouvé quelques temps pour lui dénicher 1 heure parce qu'il va bientôt rentrer au Cameroun pour certaines missions. En tout cas, je te remercie, Ivan, pour la disponibilité que tu m'as accordée. C'est moi qui te remercie, Richard, et merci pour tout, parce qu'après, cette plateforme permet aussi aux uns des autres de savoir qui est Ivan Kemoy, parce que beaucoup ne me connaissent pas, ils entendent le nom, physiquement, ils ne me connaissent pas. Exact. Donc, je te remercie également, et je remercie toute l'équipe qui t'accompagne, et quand besoin le sera, moi, je serai toujours disponible à reprendre présent. D'accord. En tout cas, merci à tous, et en tout cas, on va rendez-vous au prochain talk avec un autre invité, toujours un invité qui va nous édifier sur son travail et sur sa profession. En tout cas, c'était le talk avec Ivan Kemoy. À ciao.